Bonjour, je m'appelle Laurent Meyer, je suis le CIO de Cryptostone et je vais répondre à toutes vos questions, en tout cas j'espère, et j'espère répondre au mieux. Le loyer en tant que tel n'est pas véritablement garanti. Par contre, il y a des métriques qui permettent en fait, de savoir en fait, à tel endroit quel est le prix au mètre carré. Et à partir de là, Cryptostone a une politique tarifaire en fait, relativement assez agressive, c'est-à-dire que l'approche est d'essayer de louer à des prix extrêmement raisonnables, surtout quand l'immeuble est vide au départ pour pouvoir le remplir le plus rapidement possible. Donc tous les prix en fait, qu'on annonce, en fait, c'est vraiment des prix qui ne sont pas trop complexes à tenir. Par exemple, la ville de Metz, pour qui s'intéresse par exemple au marché du bureau, ce sera plutôt un marché qui va être entre 130 et 160, voire même 180 euros. Et bien là, l'idée, c'est plutôt d'aller se positionner entre 80 et 100 euros par an par mètre carré. Pour moi, c'est l'expertise, c'est de se dire, voilà, on est des professionnels de l'immobilier et des professionnels de l'immobilier, on va vers la tech. À un tel point, et pour pouvoir rassurer sur la tech, parce qu'en fait c'est important, là aussi, autant on a clairement donc, notre valeur ajoutée, c'est l'expertise en immobilier, et comment on fait pour avoir de la valeur ajoutée dans la tech, on s'appuie sur une solution existante. Le rendement, relativement simple. Alors là, pour la peine, c'est pareil, pour moi, on est plutôt différenciant sur le marché français. C'est plus de 30 ans d'expertise dans l'immobilier, permet en moment de bien maîtriser le marché, de se poser des vraies questions sur le rendement. J'ai réussi à développer mon groupe en ayant des rendements plutôt forts. Donc en fait, aujourd'hui, autant j'arrête de développer ce que je faisais à titre perso pour le faire pour Cryptostone. Donc en fait, c'est de continuer cette même stratégie en fait, de rendement fort. Et là aussi, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas en fait, l'immobilier, c'est plus complexe pour lui donc d'avoir un rendement fort. Une autre manière en fait, aussi d'avoir un rendement fort, et c'est pour ça aussi qu'on travaille pas mal là-dessus, en fait, c'est toute la partie rénovation. Alors après, bien sûr, il faut maîtriser la rénovation parce que facilement, en fait, on peut déraper. Mais clairement, en fait, c'est la rénovation avec justement tout ce qui est économie circulaire permet en fait de faire des grosses économies en fait sur la partie réno. Donc qui dit grosse économie, ça veut dire que c'est pas pour autant en fait qu'on loue moins cher, mais donc ça permet en fait de créer un rendement. La fiscalité, alors là-dessus, on ne peut pas tout vous raconter tout de suite. Toujours le fait d'avoir un projet qui repose non pas sur des obligations ou sur du royalties, mais sur des actions de société. Mais en tout cas, il y a toute une partie qui est un peu équivalente où effectivement, pour une personne qui est fiscalisée en France, on parle de la flat tax. Et en fait, on sera capable assez rapidement de proposer des choses encore plus performantes. Ce qui est important, en fait, c'est qu'on est sur des projets où il y a entre pas ou peu de dettes. C'est quand on achète quelque chose, voilà, donc quelque part, le risque de défaillance est relativement faible. Ça, c'est un premier point. Donc, qui dit peu de dettes, à partir du moment où le bien est loué, en fait, la défaillance est assez complexe. Néanmoins, les gens sont toujours actionnaires de manière directe ou indirecte en fait, de l'investissement en question, ce qui veut dire que demain, en cas de défaillance de l'entreprise, c'est vraiment dans le scénario catastrophe, le bien est vendu entre guillemets à la barre du tribunal, ou même par un agent immobilier, à voir, mais à partir du moment où il est vendu, c'est si on a acheté à un prix relativement intéressant, et pareil, ça c'est notre ADN, et ben derrière, s'il est revendu, le fruit en fait, de ce qui est touché, on enlève, on appure la dette, et le fruit de ce qui reste en fait, est reversé au prorata des actions à chaque actionnaire. Pourquoi ? Parce que y a pas mal de choses. C'est ça, par exemple, je disais, on est des professionnels de l'immobilier, pas des professionnels de la tech. Donc on a essayé, on a commencé à développer, ça n'a pas fonctionné, ou en tout cas pas fonctionné comme on le voulait. Après, il y a toute une logique de régulation bien connue des uns et des autres. C'est le marché secondaire. Aujourd'hui, il y a en France, à ma connaissance, entre pas et peu de personnes en fait, qui maîtrisent ça. Donc là aussi, on s'est appuyé sur une véritable expertise de personnes en fait, qui maîtrisent et la tech et la finance. Donc on a trouvé ça, pareil, ça prend du temps. Après, là-dessus, il y a toute cette partie régulation qui nous prend du temps aussi. Après, je dirais qu'il y a la fiscalité.
C'est-à-dire que là aussi, en fait, on rentre, alors plus on va avancer dans le modèle, on va voir, en fait, c'est ça, c'est une logique de modèle par tranche, en fait, c'est pour garantir, en fait, que les gens deviennent bien actionnaires plutôt que de lancer, en fait, une offre, en fait, où on demande à financer d'un coup d'un seul l'intégralité du bien. Là, en fait, on est dans une logique, en fait, où on va faire les choses par palier. Faire les choses par palier, la valeur pourrait éventuellement évoluer. Donc fiscalement, en fait, c'est comment on traite tout ça pour que tout soit au carré et acceptable pour l'administration fiscale. Donc c'est comprendre, et là aussi, en fait, on comprend les problèmes souvent au moment auquel on est confronté. Donc voilà un ensemble de problèmes, en fait, qui font que les choses prennent du temps. Quand on va sortir le produit, alors là aussi, il y a toujours des choses plus parfaites, mais on part quand même un peu du principe que le mieux est l'ennemi du bien. Donc je dis pas que tout sera parfait, mais en tout cas c'est quelque chose où les gens, en fait, d'un point de vue légal par rapport aux régulateurs, en fait, ils seront sécurisés dans le respect, en fait, dans le respect des règles françaises et européennes. La nature de la société, c'est une société en commandite par action, c'est-à-dire que seul le dirigeant de l'entreprise, en fait, est exposé à un risque quasi indéfini, versus, en fait, les actionnaires. Ça fonctionne, en fait, un petit peu comme une SARL, c'est-à-dire les actionnaires, eux, leur responsabilité, elle est limitée comme une SARL, comme une SAS. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, les gens qui ont une exposition, c'est que la structure de direction, en fait, de management, en fait, qui s'expose, en fait, à un risque, et les autres personnes, en fait, sont justement, c'est des investisseurs, et là-dessus, il n'y a pas de responsabilité, on ne peut pas aller les chercher sur une responsabilité. Donc la nature du token, en fait, on parle d'un security token, là aussi, donc extrêmement important, puisque moi, c'est un véritable RWA, donc un token est égal à une action, et le token, en fait, c'est le jumeau numérique d'une action, et le jumeau numérique d'une action donne les mêmes droits réels le même droit réel, en fait, qu'une action. Et ça prend du temps, hein. Tout à l'heure, il y avait une question sur le temps. En fait, c'est essayer de comprendre comment la législation française traite, en fait, traite, en fait, le fait de devenir propriétaire sur la blockchain, donc être on-chain, c'est des choses, voilà, ça se fait pas en 5 minutes. Donc là aussi, c'est clairement le but du jeu, c'est d'être sur le marché secondaire. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de projets qui parlent d'un certain nombre de choses. Alors je parle sur le marché français, hein. C'est donc soit c'est royalties, soit obligations. À partir du moment, en fait, où on a envie d'aller sur des actions, effectivement les choses sont un petit peu plus régulées, et clairement le temps qu'on a passé, en fait, c'est du temps qui a pour objectif de nous permettre, en fait, d'avoir un marché secondaire. Et donc le marché secondaire, juridiquement, c'est quelque chose, en fait, qu'on a compris, qu'on a cadré, on sait le faire, mais maintenant ça a déjà été validé dans une note juridique qui nous a déjà donné toute la solution et toute la dimension opérationnelle pour le faire. Mais après, c'est pas nous qui le faisons. La typologie, alors après, me concernant, moi j'ai quand même pas mal d'expertise dans tout ce qui est immobilier commercial. Toute la partie démarrage, en fait, on est clairement sur de l'immobilier commercial. On démarre clairement dans l'est de la France. En fait, là aussi, c'est une stratégie, c'est volontaire. C'est pas que parce qu'on connaît le marché de l'est, mais c'est apporter un maximum de maîtrise, de connaissances, etc. Pour pouvoir derrière être dans une logique de succès après succès. Et à partir de là, en fait, une fois qu'on aura ancré un certain nombre de succès, on va se diversifier sur aussi un peu d'habitation, sur pourquoi pas des forêts, pourquoi pas aussi investir à l'étranger. Mais voilà, c'est la logique, c'est ça. L'idée, en fait, c'est pour chaque bien, c'est d'essayer de présenter une vision. En fait, c'est quelque part, c'est un peu dans la prospective, c'est de se dire si à un moment j'achète un immeuble neuf, déjà loué, avec tous mes locataires, surtout si c'est de l'immobilier commercial et voire même avec un bail long terme, en fait, il vaut le prix que je l'ai acheté généralement, quoi. C'est rare de faire la meilleure des affaires à ce moment-là. Donc l'immobilier, en fait, pour moi, c'est de la prospective. C'est qu'est-ce que je vais faire de mon bien. C'est là où j'ai ou un espoir de faire la meilleure plus-value possible, ou en tout cas d'avoir de créer le plus de plus-value, ce que j'appelle plus-value latente, c'est-à-dire j'ai pas besoin de le
vendre pour réaliser, et ben en fait c'est avoir un projet, une réflexion. Et donc bien évidemment on va transmettre en fait toute notre vision, on va transmettre en fait des métriques, c'est pourquoi on pense que notre vision elle est juste et valable, c'est de se dire voilà si on achète à 1 000 € du mètre carré alors que dans le secteur le prix de l'immobilier en fait est plutôt à 2 000 ou à 3 000 € par mètre carré, forcément on augmente la probabilité de faire une bonne affaire. Donc alors parfois quand on achète à 1 000 c'est qu'au départ ça vaut 1 000. Maintenant la question c'est est-ce qu'il y a un projet derrière ? Et là-dessus, en fait, c'est de réfléchir pour chaque endroit et apporter le projet adapté à l'endroit et donc créer de la valeur comme ça. Et la question, là aussi, tu as deux manières de t'assurer du truc. C'est que si à un moment on t'explique que c'est un projet à forte valeur ajoutée et que tu n'as pas d'informations micro, mais juste un peu d'informations macro, on te dit voilà, comme tout à l'heure je prenais un exemple avec le prix au mètre carré à 1 000 € du mètre, et tu sais que quand tu recherches, tu fais des petites recherches entre les notaires qui publient des choses, les agents immobiliers qui publient quand même des choses, et tu t'aperçois que le prix au mètre carré c'est 2 000 ou 3 000 ou 4 000, et à ce moment-là, potentiellement, tu es capable de doubler, de tripler, de quadrupler ton investissement. J'expliquais en fait que l'idée c'est de trouver en fait une nouvelle destination au bien. C'est si je prends un bien et on lui fait faire exactement la même chose qu'avant, par exemple tous les gens qui sont rentrés dans le meublé, en fait ils prenaient un appartement qui était en fait de la location long terme et en fait ils décident de rentrer dans une gestion plus dynamique. Donc en fait à la fin la somme des loyers, finalement vu ce que génère l'appartement, c'est si on le revend en l'état, si la loi et le gouvernement ne changent pas trop la réglementation sur les meublés, en fait in fine mon meublé avec le carnet de commandes qui va avec la stratégie que j'ai mis avec, il vaut plus cher après avoir mis tout ça en place qu'avant l'avoir mis en place. Donc là, sur l'immobilier commercial, typiquement, c'est quand je lui donne une nouvelle destination, quand je lui donne une attractivité, il a changé de valeur. Plusieurs audits en fait qui sont prévus. Je dirais qu'il y a comme ça, alors peut-être qu'on va trouver, comme on dit jamais 203, en tout cas pour l'instant on a 2 natures d'audits qui sont prévues. Il y a en fait un premier audit, c'est un audit notarial. C'est-à-dire que même si moi je sais que je suis honnête en fait c'est pas parce que je suis honnête qu'on doit avoir confiance en moi juste parce que je dis voilà je suis honnête. En fait l'idée de l'audit notarial c'est quoi ? C'est régulièrement, je dirais au moins 1 fois par an, peut-être même 2 fois par an, c'est qu'un notaire vienne auditer en fait que le bien qui est dans la société est toujours dans la société. Et même si aujourd'hui la blockchain peut remplacer en fait le notaire, c'est de se dire en fait la France est ainsi faite qu'il y a des officiers ministériels, en fait des gens en fait qui sont assermentés et en fait qui vont venir attester, 1 à 2 fois par an, comme quoi le bien est toujours dans la société. Donc ça c'est un premier point. La deuxième nature d'audit, alors là aussi, c'est un audit relatif en fait à la valeur de l'immeuble. Alors toujours pareil, c'est faire un audit par un expert indépendant, en fait ça vaut quelques milliers d'euros. Donc là aussi, à la place de faire supporter ça tout de suite à la communauté, l'idée il faut que l'immeuble ou le bien immobilier en fait il est changé. Donc ce que j'appelle changer, c'est s'il y avait des travaux à faire, en fait il faut faire cette expertise, non seulement quand les travaux ont été réalisés, et quand l'immeuble il est plus ou moins loué. Moi quand je dis et plutôt plus que moins, parce que si on fait passer un expert tous les mois qu'on paye entre 3 et 5 000 € pour juste nous dire voilà au fait c'est quoi la valeur, le truc on fait perdre toute la rentabilité. Et là aussi, en fait, on discute entre investisseurs. En fait, à un moment, ce qui nous intéresse, c'est justement, à la fin, c'est d'avoir un produit et un avantage par rapport à ça. Donc là-dessus, c'est de se dire quand l'immeuble, en termes de travaux, c'est travaux et location, en fait, le truc sera plein, il y aura un expert qui viendra attester de la valeur et ça sera la valeur maximale. Et grâce à ça, ça va changer, en tout cas à minima intellectuellement, après c'est pas moi qui fais l'écho, mais la valeur du token. La problématique, c'est qu'il y avait une problématique de RC au moment où on était dans notre réflexion. En fait, là aujourd'hui, en fait, on est sur un ERC 3643. L'intérêt de l'ERC 3643, c'est que globalement, il fait cohabiter la validation du KYC avec l'action. En fait, c'est dans un token, j'ai 2 choses. Donc, c'est-à-dire que ce qui permet justement c'est-à-dire que les échanges derrière peuvent se faire
qu'avec des gens en fait, qui ont fait un KYC. Et ça, vu que l'idée c'est de faire quelque chose de full legit, à partir de là, en fait, on avait besoin de quelque chose. Quand on a commencé à interpeller les personnes en fait, de chez Multiverix par rapport à cette problématique, on n'avait pas véritablement de réponse. Une autre raison, en fait, c'est là aussi, comme je le disais, en fait, on n'est pas des techs, c'est-à-dire qu'on prenne Gary, après, effectivement, même si on a un CTO dans notre équipe, en fait, c'est pareil, c'est pas lui qui développe directement, c'est-à-dire qu'il vient, il contrôle, il maîtrise, mais clairement, en fait, nous ne sommes pas une équipe de tech, nous sommes vraiment une équipe d'experts de l'immobilier, et en fait, là-dessus, on s'est appuyé sur des standards technologiques, finalement, qui ont été développés par d'autres, qui sont EVM compatibles, qui tournent et qui fonctionnent déjà dès à présent avec des grands groupes internationaux qui utilisent exactement la même technologie, qui ont un second marché, et en fait, on s'appuie exactement sur la même chose, quoi. On reprend en fait une plateforme en fait qui est déjà existante et qui nous permet en fait de parer en fait à toutes ces difficultés. Et puis après, voilà, effectivement, c'est Polygon, un petit peu plus de liquidité qu'MVX, mais voilà, après, je ne désespère pas qu'il y ait un jour plus de liquidité sur MVX. Toujours, les tokens, ça c'est donc disponible sur la plateforme. Donc à partir, en fait, donc là on vient de refondre en fait notre site internet. Donc voilà, nouveau design, etc. Et en fait, à partir de notre site internet, tu vas pouvoir accéder, c'est à notre plateforme. Et donc voilà, là où ça sera disponible. On peut acheter avec sa carte de crédit. J'espère que d'ici là, de manière imminente, en fait, qu'on puisse aussi payer en Apple Pay. Et après, bien sûr, c'est du stablecoin. C'est stablecoin et en fait quelques cryptos aussi qui vont être acceptés. Et puis, j'avais oublié, mais en fait, il y a aussi toute la dimension virement, et en particulier, par exemple, des gens qui veulent faire des plus gros investissements, en fait, le virement sera recommandé. Mais en fait, en gros, moi j'étais assez surpris parce que je crois que l'administration fiscale a admis ça, je crois que c'était en 2018 si ma mémoire est bonne. En fait, donc en réalité, le fait de faire de nos tokens des jumeaux numériques, en fait, c'est vraiment quelque chose, on n'a rien inventé. Voilà, c'est quelque chose qui est accepté depuis vraiment plusieurs années. Pas forcément mis en place, mais accepté. Ce que je comprends derrière cette question, c'est en gros, quand tu achètes une action, c'est quoi le fruit qu'on te retourne? Voilà ce que je comprends. Là-dessus, il faut comprendre, en fait, quand on devient actionnaire d'un projet, en fait, c'est toujours une action, c'est pas comme une obligation. Une obligation, j'achète une obligation, donc autant ça ne me donne aucun droit réel sur la société, vraiment juste le droit de prêter de l'argent à une société, donc ça c'est ce qu'on ne fait pas. Par contre, j'ai une assurance d'un retour sur investissement. Par exemple, je sais que j'ai du 4, 5, 6, 7% de rendement, c'est-à-dire j'investis 100 balles, et tous les ans, je récupère cette balle. Voilà. Chez CryptoStone, alors là-dessus, on a des projections en fait, de loyer, des projections de ce qu'on doit récupérer, mais par contre, en fait, c'est l'argent qui doit revenir dans ta poche quand tu as mis 100 balles, en fait, il passe dans différents circuits. Dans les circuits, souvent, c'est si on achète un bien immobilier, un immeuble, en fait, il y a des produits, ça c'est les loyers que tu touches, et il y a des charges. Par exemple, c'est les travaux, la personne qui a fait l'entretien, etc. Donc tu as des charges. Et donc en réalité, c'est si tu as investi, donc, par exemple 100 balles, grâce à tes 100 balles, ça a généré 10 balles de loyer. Par rapport aux 10 € en question, et ben là-dessus, tu as toutes les charges. Dans les charges, il y a une charge qu'on ne connaît pas forcément, en tout cas elle n'est pas forcément connue du grand public, c'est un truc qui s'appelle la dotation aux amortissements et aux provisions. Et là-dessus, par exemple, si on amortit, en fait c'est quoi? C'est un amortissement de la valeur du bien immobilier. Globalement, si on est sur de l'immobilier commercial, c'est souvent 20 ans. Mais après, si on est sur du résidentiel, ça peut être 40 ans. Et donc, c'est-à-dire que tous les ans, par exemple, c'est sur mes 20 ans, tous les ans, j'ai le droit de passer en charge un vingtième. J'ai un vingtième de la valeur de l'immeuble. Donc toujours un vingtième, ça fait 5%.
Donc si, par exemple, si je prends les premières années où j'ai eu des frais de notaire, donc les frais de notaire, c'est genre dans les pas loin de 8%, j'ai frais de notaire, 5% en fait juste de dotation aux amortissements, un petit peu de travaux là-dessus. En fait, en réalité, il me faut quand même plusieurs années avant d'avoir avant, même si la société elle est à l'équilibre, en termes de trésorerie. En fait, c'est une trésorerie non pas à l'équilibre, même voire j'ai une trésorerie positive, hein. Mais en fait, c'est fiscalement, en fait, j'ai un déficit fiscal. Donc là-dessus, on propose deux choses. Alors là aussi, c'est en fonction du bien, il y a une mesure en fait qui est faite. Soit la société, comme prévu, elle a, par exemple, toujours, j'ai investi 100. Dans les 100 que j'ai investis, eh ben, j'ai 10 de trésor. Et ben, en fait, là-dessus, c'est une première solution. Donc, on le voit dans le light paper. En fait, il y a tout un système de burn. En fait, on propose, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les actions ont des toutes petites valeurs. On propose en fait de racheter des actions, non pas des actions en fait au prix auquel elles ont été émises. Par exemple, là, 1 euro, par exemple. En fait, on regarde, on estime en fait la nouvelle valeur de l'immeuble. Par exemple, on se dit, eh ben voilà, les actions sont passées d'1 euro à 1,50 €, hein, par exemple. Et ben en fait, là-dessus, je vais racheter, moi, la société, c'est-à-dire quand je dis je, c'est pas moi, en fait, c'est la société dont les investisseurs sont actionnaires, rachète et réduit en fait le nombre d'actions. Et ça, c'est une manière de rémunérer en fait, par réduction de capital, les différentes personnes. C'est assez avantageux fiscalement, fiscalement en façon de parler, c'est-à-dire que les premières sommes en fait qu'on reçoit, en fait, vu que c'est du désinvestissement, en fait, on paye pas d'impôt dessus. Moi, ce qui est normal, hein, on n'a rien inventé, mais c'est là-dessus parce qu'on récupère prioritairement notre mise de départ. Et c'est aussi un intérêt par rapport à l'inflation, parce que là aussi, l'inflation est un peu plus élevée qu'elle ne l'était avant. Alors ça a baissé, mais ça reste toujours un peu plus élevé. Et puis là, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. En fait, c'est si ça va réaugmenter ou pas, puisque j'ai vu qu'aux États-Unis, ça repartait un petit peu à la hausse. Et donc, en fait, c'est cette partie, justement, le fait de récupérer le plus vite possible ton capital initial, c'est toujours, alors là aussi, hein, c'est pas un avantage fiscal particulier, c'est une mécanique fiscale juste, légale, mais qui permet en fait de récupérer donc son argent un peu plus vite. Mais une fois qu'il n'y a plus de déficit dans la société, donc là on n'a plus besoin de faire du burn d'action, et en fait on rentre après dans une mécanique qui est différente, c'est de se dire toujours, je viens, il y a en face de mes 100 actions, j'ai généré 10 de loyer, je paye ces 25% d'impôts sur les sociétés, etc. Donc sur les 10, en fait à la fin il me reste 7,5 qui me sont renvoyés, un petit coup de flat tax et le tour est joué. Très très bonne question, une fois de plus. J'ai l'impression d'être à question pour un champion.